Ce n'est pas une, mais de nombreuses histoires qui nous réunissent aujourd'hui. Cependant, elles se rejoignent toutes sur un point. Une arme inattendue, surprenante et généralement du plus bel effet sur la personne qui la porte. Au tournant des 19e et 20e siècles, elle sévit dans le monde entier, en France, en Europe, aux États-Unis. Griffures, yeux crevés, blessures diverses conduisant même parfois à la mort. Simples accidents ou légitime défense? Laissez-moi vous guider à travers la période tumultueuse qu'a traversée l'épingle à chapeau durant la Belle Époque. Avant d'entamer mon récit, il faut peut-être que je vous la présente. Dans une époque où le port du chapeau est quasiment une obligation vestimentaire pour toute personne sortant de chez elle, la nécessité de bien le tenir en place est primordiale. L'épingle prend la forme d'un pic se plantant dans le chapeau et se fichant dans les cheveux. Suivant la longueur de celle-ci, et vous verrez que ce point est important, le pic pouvait sortir de l'autre côté du chapeau. La tête de l'épingle est décorée, ce qui en fait un accessoire féminin aussi pratique qu'ornemental. Et sans faire un point coiffure détaillé, il est probable que vous ayez imaginé l'épingle traversant le chapeau de part en part et la tête au milieu. Vous vous doutez bien qu'il n'en était pas ainsi. Le couvre-chef était bien souvent posé sur un chignon haut plutôt qu'enfoncé sur la tête comme vous en avez l'habitude. Nous sommes le 9 décembre 1913 et la première page du journal Le Matin met en garde les Parisiens. Le préfet de police Célestin Aignon a proscrit les épingles à chapeau portées sans protège-pointe. Les contrevenantes sont exposées à une amende à partir du 20 décembre de la même année. Un préfet de police qui légifère sur les coiffes féminines. Il n'a pas des criminels à attraper plutôt que de perdre son temps à parler du chapeau des dames? C'est très certainement ce qu'ont dû se dire les Parisiennes à la lecture de cette annonce. Mais il y a forcément une raison valable à ses yeux pour s'en prendre à ces épingles, au point de vouloir même les interdire. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Leotie Bleecker. En 1903, aux États-Unis, la jeune femme aux yeux bleus est une touriste du Kansas, arrivée à New York depuis quelques jours. Elle se rend sur la 5e avenue. Montant dans un autobus, elle prend place dans un coin du véhicule et s'assoit à côté d'un homme âgé. Au départ, elle ne lui prête pas attention, mais les actions de cet homme lui deviendront vite insupportables. Lorsqu'il passe son bras autour de sa taille, elle ne sait plus quoi faire pour repousser ses ardeurs déplacées. Au hasard, elle saisit l'une de ses épingles à chapeau et l'enfonça de toutes ses forces dans le bras de l'homme qui hurle de douleur. Même si les cris de lamentation attirèrent l'attention des passagers, personne ne comprit ce qui s'était passé. Leotie reste impassible et l'homme descendit à l'arrêt suivant. Pourtant, il avait l'air d'un parfait gentleman, la bonne cinquantaine et bien habillé. Mais c'est à ce moment-là qu'elle comprit qu'à New York, les petits vieux à l'air sympathique peuvent être des goujats de la pire espèce, même s'ils en ont pas l'air au premier regard. Les agresseurs de Broadway étaient bien connus, mais visiblement la 5e avenue possédait également les siens. Leotie Bleecker racontera son histoire à la presse et dira que si les femmes de New York tolèrent ces comportements, ce n'est pas le cas de celles du Kansas. Elle recommande alors à toutes les filles de Gotham de se défendre avec leurs épingles à chapeau dans le cas où elles rencontreraient des hommes mal intentionnés. Au début, elle pensait que l'homme essayait juste de flirter, car après tout, les pratiques ne sont pas les mêmes au Kansas qu'à New York. Mais non. Elle comprit rapidement que ses intentions étaient différentes et décida donc de se défendre. Et pour ne rien vous cacher, ce n'était pas la première fois qu'elle se servait d'une épingle à chapeau comme arme de riposte suite à une agression. Un jour, alors qu'elle se promenait en forêt, un clochard se jeta sur elle tentant de lui voler son portefeuille. Heureusement alors qu'elle tenait son chapeau à la main, elle le brandit vers le visage de l'homme. Celui-ci, piqué au vif lors de son assaut, partit en hurlant. New York, contrairement au village de la campagne reculée du Kansas, est une grande ville qui compte déjà plusieurs millions d'habitants en ce début de siècle. Et une ville qui voit une forte concentration de population voit aussi de la criminalité s'épanouir en son sein. Leotie l'a bien compris à ses dépens, et elle gardera alors toujours une épingle à chapeau supplémentaire dans son corsage durant son séjour. Telle une lame bien effilée, elle sera toujours prête à la sortir, menaçant ainsi l'agresseur.
Si l'histoire de notre touriste du Kansas à la ville a été fortement médiatisée dans la presse américaine, les journaux français ne sont pas en reste. Les reports d'agressions se font souvent dans les rubriques faits divers et les journalistes s'emparent avidement de ces affaires qu'ils commentent à grand orchestre de détails horrifiques. Les hommes sont blessés, parfois tués, alors qu'ils sont souvent innocents à en croire ce que rapportent les articles de presse. Et la conséquence de tout ça est l'émoi du public. Si bien que nous avons aujourd'hui une question des épingles à chapeau qui tracasse même le préfet de police de la capitale. En 1909, les frasques de l'épingle sont rapportées même dans le journal satirique Le Rire, avec son ton moqueur. Laissez-moi vous en lire un passage. En dépit des protestataires, les femmes portent des chapeaux de plus en plus grands, assujettis sur leurs chichis avec des épingles de plus en plus longues. Elles sont interminables comme un discours de Jaurès et acérées comme un discours de Delcassé. Il est devenu impossible de presser ces femmes épiques, leur vertu est inaccessible. À 60 cm et avant la fin de l'envoi, elles touchent les coquines. Plusieurs suiveurs bien connus ont été éborgnés par des gaillardes qui ont vraiment abusé du droit qu'elles avaient de taper dans l'œil. C'est effrayant, il va falloir renoncer à suivre une femme sans risquer d'être blessée à l'œil qui n'est pas protégé par le monocle. Qui s'y frotte s'y pique. Si vous disiez vrai, nous ne serions pas à plaindre, mais nous sommes piqués avant même de nous être frottés. C'est pour ça que nous avons fondé la Ligue des vieux marcheurs contre les épingles à chapeau. Mais quel est le programme de cette ligue ? Nous voulons obtenir des pouvoirs publics une législation sévère contre les épingles à chapeau, qu'elles soient considérées comme des armes prohibées. Toute dame ou demoiselle qui portera ces épingles sera suivie, enfin poursuivie devant les tribunaux. L'existence de cette ligue est une invention de l'article, bien entendu. Mais on comprend aisément, malgré le ton sarcastique de l'article, que les hommes agresseurs par nature craignent les femmes portant des épingles à chapeau. Car en s'en servant, elles les privent ainsi de l'objet de leur désir qui, selon eux, leur reviendrait de droit, leur corps tout simplement. Si on en croit la presse de l'époque, l'épingle sévit et fait trembler la jante masculine. Mais cela met aussi et surtout en lumière l'insécurité à laquelle devaient faire face les femmes sortant seules. À la fin du XIXe siècle, les femmes commencent à s'émanciper et à sortir sans être accompagnées d'hommes. En Angleterre, par exemple, ce droit de sortir légalement non accompagné leur fut accordé en 1891. L'épingle à chapeau étant très à la mode à cette période, elle est naturellement devenue l'objet de défense idéal pour celles qui seraient amenées à se battre pour leur indépendance et leur liberté. La presse énumère donc tous les incidents plus piquants les uns que les autres qui se produisent à travers le monde. Et c'est donc naturellement que le chapeau de la femme commence à faire peur. L'arrêté adopté en 1910 par la municipalité de Chicago semble avoir inspiré les autorités françaises. Aucune personne ne sera autorisée à circuler dans les rues, pénétrer dans un tramway, un ascenseur ou tout autre endroit public si elle porte une épingle dépassant d'1 pouce le chapeau sur lequel elle est fixée. Si cette mesure paraît sage et légitime à tous ceux qui ont été éborgnés par les dangereuses hallebardes, elle a pourtant soulevé aux États-Unis les plus vives protestations. Les femmes de Chicago ont été jusqu'à organiser une grande manifestation publique pour réclamer le droit à l'épingle libre sur le chapeau libre. Si les hommes veulent nous retirer nos épingles à chapeau, alors qu'ils fassent que nos rues soient plus sûres. Aucun homme n'a le droit de me dire ce que je dois porter. Voici la parole portée par l'une des manifestantes d'un women's club de la ville. Ces women's clubs sont des groupes de femmes militantes à l'origine de nombreux changements sociétaux aux États-Unis entre la fin du 19e et le début du 20e siècle. Pour ne citer que les causes les plus célèbres pour lesquelles elles se sont battues, il y a la tempérance, combat de plusieurs décennies, qui mènera à la mise en place de la prohibition dans le pays quelques années plus tard. Effectivement, la tempérance est une doctrine qui pousse à la non-consommation d'alcool. Dans l'analyse que ces femmes en faisaient, l'alcoolisme de nombreux hommes menait bien souvent à des situations de violence domestique, dont les victimes étaient en général les enfants et le genre féminin. Et on peut difficilement leur donner tort. On peut aussi citer la cause des suffragettes, qui sera représentée dans les women's clubs américains et qui mènera à l'obtention du droit de vote pour les femmes dans le pays entre 1911 et 1920. Cependant, il ne faut pas voir ce combat féministe pour les épingles à chapeau comme une bataille menée uniquement par une armée de femmes. Des alliés masculins convaincus existent, comme un certain Major Sylvester, surintendant de la police de Columbia, qui a soutenu que l'épingle à chapeau telle que les femmes la portent est un instrument de légitime défense et qu'elle ne doit pas être assimilée à une arme. Il expliquera qu'à Washington, il était impossible pour toutes les femmes de se faire accompagner le soir par un protecteur masculin. La conséquence est qu'elles sont souvent attaquées
et non pour se défendre contre les agresseurs que ces épingles à chapeau qui deviennent dans leurs mains vaillantes des armes redoutables. Selon le major, interdire aux femmes le port de ces épingles serait les livrer à tous les attentats. Face à ces arguments d'autodéfense, la presse a su se montrer compréhensive, tout en restant paternaliste et dédaigneuse envers les femmes, bien évidemment. Le contraire eût été étonnant. En France, suivant la mise en place de l'arrêté du préfet rendant le protège-pointe obligatoire, on a pu voir des journalistes tolérer, voire même encourager l'usage de l'épingle défensive contre les malfaiteurs, tout en étant bien contents qu'elle soit rendue inoffensive pour les honnêtes gens par l'ajout de la protection. Mais que ces messieurs se rassurent, selon la presse, les femmes sont si étourdies qu'elles oublieraient de retirer la protection au bon moment et se retrouveraient donc avec une épingle incapable de piquer. Sous couvert de bienveillance, on retrouve encore et bien évidemment ce ton paternaliste et rabaissant. Déjà à l'époque, la tenue des femmes était le centre de l'attention et l'objet de diverses recommandations. S'habiller de manière discrète pour ne pas attirer l'attention, par exemple en couvrant ses chevilles. C'est triste à dire, mais au lieu d'éduquer les agresseurs, on blâme la femme à cause de son apparence, et cela semble être une triste rengaine à travers l'histoire. Discrète, presque banale, l'épingle à chapeau est devenue en quelque sorte un symbole du féminisme du début du siècle. Le président Theodore Roosevelt s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet en témoignant son admiration pour ces femmes et déclara qu'aucun homme, aussi courageux soit-il, n'oserait s'opposer à une femme déterminée tenant une épingle à chapeau dans sa main. Mais rattachée à son destin d'objet de coquetterie, ce qui devait arriver arriva et elle finira par passer de mode, laissant les femmes désarmées face à leurs prédateurs. Sa disparition, le rétrécissement des chapeaux, le raccourcissement des robes et des cheveux ont été une autre expression de l'émancipation féminine à la fin des années 1910 et dans les années 20. Mais non contents de ne plus être menacés par ces pics acérés, nombre d'hommes conservateurs ont vu ces changements vestimentaires d'un mauvais œil. Œil qu'au moins ils ne risquaient plus de perdre au détour d'un voyage en bus. Si au hasard d'une brocante ou dans une boîte poussiéreuse au fond d'un grenier vous mettez la main sur une de ces épingles, observez-la attentivement. Et dites-vous que par le passé, en plus de tenir en place un élégant chapeau, elle a peut-être servi à repousser quelques agresseurs. Parce que n'oubliez pas, la seule chose plus terrifiante que la fiction est la réalité.